Okay, good evening everyone and welcome to tonight's session of OTF Connects titled Using Assessment as Learning to Increase Student Proficiency in FSL with Jen Rochon. Bonsoir à tous et à toutes. Nous sommes heureux de vous accueillir sur OTF Connects pour la présentation de Jen Rochon qui s'intitule Utiliser l'évaluation pour améliorer les compétences des élèves en français langue seconde. Nous avons un groupe assez impressionnant ce soir. Je pense qu'il va y avoir une cinquantaine de participants. Et c'est toujours extraordinaire de voir autant de professeurs enthousiastes venant des quatre coins de la province pour nous rejoindre sur OTF Connects. Enfin, je dis les quatre coins de la province, mais enfin, c'est surtout sur le sud de la province. And we are definitely thrilled to have each and every one of you with us tonight, and it's also our absolute pleasure to welcome Jen Rochon. Jen Rochon has been a secondary FSL teacher in Toronto for, I guess, close to 20 years, I believe. She's her school department head of languages, and she is a past president of the Ontario Modern Language Teachers Association and has collaborated with TVO's Independent Learning Center. She also delivered a 3-day institute last year on the revised FSL curriculum in the secondary context through the Ontario Teachers Federation. Jen is extremely passionate about FSL education and has spoken at numerous conferences. She is currently in the process of completing her master's degree in education with a particular focus on student retention in core FSL until grade 12, and she may actually have completed that master's degree. I'm not entirely sure. Anyway, so voilà, donc je vais repasser en français. Oui, 17 ans, elle dit Jen, et pas encore Michel, elle est en train de le terminer. Je voudrais maintenant passer le micro à Jen afin qu'elle puisse donc partager avec vous son expérience dans le domaine de l'éducation du français seconde langue. Donc Jen, libre à toi, clique sur ton bouton Talk, donc voilà, parfait, extra, et tu peux donc maintenant débuter ta présentation. Merci. Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue à notre présentation ce soir et je veux vous remercier d'avoir pris ce temps pour collaborer, partager des idées avec tout le monde. Comme Michel a dit, j'enseigne à Toronto depuis 17 ans et je suis en train de compléter ma maîtrise en éducation et mon sujet particulier, c'est comment garder nos élèves de cours, de français cadre, jusqu'à 12e année. Je suis prof de secondaire et j'étais toujours prof de secondaire et plutôt professeur de français cadre. Ça, c'est la majorité de mon expérience. J'ai enseigné tout un petit peu de français intensif au début de ma carrière, mais pour la plupart, c'est le français cadre où reste ma passion, on peut dire. Moi aussi, comme Michel a dit, on va passer entre français et anglais. Alors, n'hésitez pas de poser une question ou de dire quelque chose dans la boîte de clavardage. En anglais ou en français. Si vous préférez parler, comme Michel a dit, vous pouvez lever la main comme un bon petit élève et on va répondre à votre question, on va vous laisser la parole. Autrement, comme Michel a dit, la majorité de personnes sont plutôt à l'aise avec la boîte de clavardage et ça va bien aussi. Alors, notre sujet ce soir, c'est Using Assessment as Learning to Increase Student Proficiency in FSL. Et comme vous savez, on a 3 genres d'évaluation qu'on utilise dans nos classes. Alors, on va parler des 3 différents types d'évaluation, mais surtout cette idée d'évaluation en tant qu'apprentissage, ou as learning, pour partager des stratégies, des idées, comment faire avancer nos élèves du début à la fin, à la compétence qu'on veut leur enseigner. Alors, voilà, c'est ça. Et si vous avez assisté à un de mes ateliers au passé, vous savez que je ne me présente pas comme experte et j'ai hâte de vous parler ce soir parce que
moi, je trouve que Assessment as Learning, surtout le feedback, comme je dis, feedback descriptif, c'est toujours un défi pour moi de le bien faire et de le faire d'une façon qui va aider les élèves à avancer et à continuer à apprendre. Alors, j'ai hâte d'entendre vos stratégies aussi et de partager mes idées avec vous. Alors, pour commencer, on va vous demander de mettre, comme Michel vous a montré, il y a des symboles, des icônes que vous pouvez choisir. Alors, si vous pouvez choisir une icône pour indiquer est-ce que vous êtes élémentaire ou secondaire et est-ce que vous enseignez cadre, intensif, immersion. Je sais qu'il y a des profs, bien sûr, qui sont un mélange. Alors, indiquez peut-être où vous passez la majorité de votre enseignement. Alors, je vois beaucoup de cadres, c'est bon. Oh, j'aime l'icône. C'est la première fois que j'ai vu une tasse de café comme icône. Alors, moi, je dois choisir celui-là au futur. Alors, Elaine, les symboles sont à droite de l'écran, au milieu. Il faut cliquer sur le petit image en bas. Oh, je ne sais pas si vous voyez la petite main que Michel utilise pour indiquer où se trouvent les icônes. Et tu cliques et tu choisis quelque chose. Alors, on a un mélange élémentaire, secondaire, c'est bon. Et la majorité entre nous, OK, Elaine, il faut cliquer la petite image, the little picture. Looks like a little picture frame. Il faut cliquer ça et vous aurez un pop-up qui vous donne le choix des icônes. J'espère que qu'elle va les trouver. Alors, beaucoup de profs de cadre, comme je disais, et un mélange d'élémentaire secondaire, parfait. Okay. Alors, l'ordre du jour, de quoi va-t-on parler ce soir? Alors, on va commencer avec une petite discussion des trois types d'évaluation, les trois buts d'évaluation dans nos classes, for, as and of learning. Si vous travaillez si longtemps que moi, vous savez qu'il y avait un moment où on appelait ça diagnostic, formative and summative. Alors, quelquefois, je mélange toujours avec ces expressions-là. Et on a l'évaluation au service de l'apprentissage, en tant qu'apprentissage et de l'apprentissage. On va parler un peu de l'importance d'évaluation en tant qu'apprentissage. Alors, quelle est l'importance de Assessment as Learning pour nos élèves? On va parler de plusieurs aspects d'évaluation en tant qu'apprentissage, comme les buts d'apprentissage et les critères de réussite. On en parle souvent qu'il faut afficher les buts d'apprentissage pour nos élèves et collaborer pour développer les critères de réussite. On va aussi parler d'un aspect très important de Assessment as Learning, c'est l'auto-évaluation. Alors, c'est quand l'élève évalue son apprentissage, son travail, ses pensées, sa façon de penser. Alors, on appelle ça métacognition aussi. Un autre aspect important, c'est l'évaluation des pairs, parce que là, les élèves apprennent à évaluer les autres et en même temps, à évaluer leur propre travail aussi. Et on va partager quelques petites stratégies rapides pour vérifier la compréhension de la classe entière, parce que ça, c'est aussi une partie importante de ce processus. Et on va finir avec l'aspect probablement le plus difficile, pour moi absolument, l'aspect le plus difficile, c'est donner du bon feedback descriptif qui va aider l'élève à avancer. Alors, si on commence, et encore, si vous avez des questions ou si vous voulez ajouter quelque chose, n'hésitez pas d'écrire dans la boîte de clavardage. J'essaie de regarder la présentation et aussi la boîte de clavardage en même temps, et si je peux répondre, je vais répondre dès que possible à vos questions dans la boîte.
Alors, pour commencer notre discussion d'évaluation, je voulais faire un petit minds-on, comme on dit. Quand vous entendez le mot évaluation, qu'en pensez-vous? Alors là, on va vous demander de cliquer sur le texte. Oui, c'est ça. Et vous pouvez écrire directement sur l'écran. Et on va faire peut-être 1 minute, laisser les gens écrire en français ou en anglais. Quand vous entendez le mot évaluation, qu'en pensez-vous tout de suite? Et ça peut être négatif, ainsi que positif, bien sûr. Si ça provoque une réaction de stress ou quelque chose chez vous, n'hésitez pas de le dire. Et aussi, si vous voulez, vous pouvez toujours écrire dans la boîte de clavardage. Hein. Donc, si vous préférez, il n'y a pas de problème, soit la boîte de clavardage, Oui. soit sur l'écran en utilisant la petite lettre A, donc sur l'outil vertical ici. Alors, je vois rubrique, feedback form, success criteria, une note finale, oui. Je ne sais pas les autres profs qui écoutent, mais moi, je suis en train de préparer les bulletins pour mes élèves de ce semestre. Alors, absolument, note finale, it's on my mind. Outils pour savoir notre progrès, amélioration, l'importance du feedback, critères, rubriques, modifications, où en est un élève, ses progrès. Billet de sortie, billet d'entrée. Jugement, moi j'aime ça, parce que là je pense qu'on parle de jugement professionnel, et ça c'est une partie importante de notre travail. Et qu'il y a quelqu'un qui corrige des examens à ce moment, alors courage, mon ami. Et oui, souvent, c'est une expérience très positive de corriger parce que là, on voit, ils ont réussi. Alors, voilà, ils sont arrivés où on voulait. Alors, moi, je trouve ça vraiment une bonne expérience. Il y a d'autres moments où c'est un peu frustrant, bien sûr. Des élèves stressés. Alors là, ça, c'est un très bon commentaire et on va essayer d'en parler plus tard parce que j'ai pas mis ça dans l'ordre du jour, mais à un certain moment, je veux discuter un peu de ce qu'on appelle en français la mentalité de croissance. Alors en anglais, c'est growth mindset et ça c'est quelque chose dont on parle souvent maintenant pendant nos PD Days, nos ateliers à l'école, etc. Mais c'est une autre façon de penser au feedback, mais c'est très important aussi d'enseigner et de montrer, modéliser la mentalité de croissance aux élèves, parce que moi aussi j'ai des élèves qui on leur dit ça va être évalué et tout de suite c'est panique, c'est stress, c'est je dois passer les nuits blanches pour finir le travail, etc. Stress. Alors si on peut reformuler un peu paradigm shift, comme on dit en anglais, on peut changer nos perceptions d'évaluation plutôt avec la mentalité de croissance. Peut-être on peut réduire un peu ce stress, mais ils seront toujours stressés et voilà, comprendre où on est un élève et ses progrès par rapport aux attentes du curriculum. Absolument, bien sûr, on doit toujours retourner au curriculum. Alors merci, c'est de très bonnes idées. Alors je vais avancer au prochain diapo. C'est peut-être, je vois il y a encore 1 ou 2 personnes qui sont en train d'écrire quelque chose, alors je vais vous donner le temps de finir ce que vous écrivez. Overwhelming. La personne qui a écrit overwhelming, est-ce que vous pouvez dire, est-ce que vous parlez c'est pour les élèves ou pour les profs ou les deux? Et oui, j'ai lu dans la boîte de clavardage la vérification des acquis. Oui, merci. Pour les deux, ok. Alors oui, cette idée d'évaluation et surtout avec c'est plus nouveau notre curriculum, mais le curriculum révisé, où c'est moins structuré selon les structures grammaticales. Et au passé, c'était
je ne veux pas dire facile, mais pour les profs, peut-être c'était un peu plus clair avant ce que le ministère voulait qu'on évalue parce qu'il y avait cette liste de critères, de structures, etc. Alors, avec notre curriculum révisé, là, c'est un peu plus vague et ça, c'est difficile quelquefois de ne pas penser, l'évaluation, c'est énorme, c'est complexe. Alors, on va essayer ce soir d'aborder un peu ce stress, ce sentiment que c'est beaucoup, c'est difficile de savoir où commencer. Et je vois d'autres mots-clés, learning goals, success criteria, critères, absolument, rubrique, absolument, bulletin, oui, je vois rubrique plusieurs fois, feedback, et on va parler beaucoup de feedback plus tard. Alors, merci pour ces idées. Alors, je vais avancer. Alors, on va très vite regarder les définitions de ces trois, je ne veux pas dire les trois types d'évaluation parce que c'est pas trois types complètement séparés, mais disons les trois buts d'évaluation, les trois façons qu'on peut utiliser l'évaluation dans nos classes. Alors d'abord, on a l'évaluation au service de l'apprentissage, for learning, et il y a longtemps, on appelait ça diagnostic. Si ça vous aide de vous orienter avec ces termes. So, designed to give teachers information to modify and differentiate. Differentiation, c'est toujours très importante. Je vois une question, l'équivalent de growth mindset en français, c'est mentalité de croissance. Et ça, c'est cette philosophie que nos compétences d'apprendre et notre intelligence n'est pas fixe, qu'on peut toujours travailler, on peut toujours ajouter, on peut toujours développer, on peut toujours apprendre. C'est pas fixe. Il y a mentalité de croissance. Merci beaucoup. Excusez-moi. Careful design on the part of teachers, so they use the resulting information to determine not only what students know, but also how, when, and whether students apply what they know. Teachers can also use this information to streamline and target instruction and resources and to provide feedback to students to help them advance their learning. Une chose qu'on va voir plus tard quand on lit les mots de Growing Success, parce que bien sûr, on doit parler de Growing Success si on parle d'évaluation, c'est que l'évaluation au service de l'apprentissage se passe au même temps que l'évaluation en tant qu'apprentissage. Parce que pendant qu'on essaie d'avancer, de faire avancer les élèves, d'enseigner les élèves, on doit toujours retourner à cette idée de savoir où sont les élèves, est-ce qu'ils l'ont appris, où sont les gaps de ceux qui connaissent. Et bien sûr, on doit savoir si on peut passer à la prochaine idée ou si on doit revisiter le sujet qu'on est en train de faire en classe. Alors, quelle stratégie employez-vous pour cette évaluation as learning, on dit comme diagnostic, évaluation, si on retourne, évaluation au service de l'apprentissage. Alors encore, on lit très vite la petite description. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous faites pour voir où sont vos élèves comme au début du semestre, au début de l'année par exemple. Que faites-vous pour voir où sont vos élèves et qu'est-ce qu'ils connaissent, qu'est-ce qu'ils ont oublié, etc. Alors, si vous pouvez taper sur l'écran, alors on retourne au même outil qu'avant. Si vous pouvez taper sur l'écran, qu'est-ce que vous faites comme... Je retourne souvent au terme du passé, comme diagnostic test, mais pour savoir où sont vos élèves. Alors, si on prend 1 minute, 2 minutes pour écrire quelques petites idées, qu'est-ce que vous faites pour évaluer le niveau de vos élèves au début?
Et juste un petit mot pour Vicky. Je vois que Vicky vient de se joindre à nous. Donc Vicky, c'est l'outil qui se trouve sur la barre d'outils verticale. C'est le petit A. Donc c'est un outil, c'est le 4e en partant d'en haut. Ça ressemble à un petit A et tu peux ensuite cliquer sur la diapo et écrire directement sur l'écran. Alors, je vois sondage à la main, oui. J'aimerais savoir, est-ce que la personne qui a écrit low floor, high ceiling, est-ce que cette personne peut peut-être, sur l'écran ou dans la boîte, expliquer qu'est-ce que ça veut dire low floor, high ceiling avec une phrase, 2 phrases? Et oui, merci. Évaluation diagnostique formelle ou informelle. Ça ne doit pas toujours être une évaluation formelle, bien sûr, comme on voit ici. Des conversations, oui. Formelle, informelle. Auto-évaluation, oui. Facile pour voir si c'est facile ou non. Oui, une activité simple, oui. Pour voir s'il le trouve simple, oui. Conversation, jeu de présentation, c'est toujours un bon point de départ. Les roues de Delft pour vocabulaire. Alors, je suis content de voir des références au Delft. Activité sur les concepts de base. J'observe les conversations. Alors, low floor, high ceiling, si je comprends, c'est une activité simple, mais avec le potentiel de devenir très complexe, c'est ça? Keep track on a class list. Merci, Jessie. C'est pas un terme que je connais, mais j'aime bien sûr apprendre. Alors, oui, je me présente. Bonjour, bingo. Oui, des jeux, c'est toujours une très bonne façon de voir le niveau des élèves, mais aussi de les mettre à l'aise, n'est-ce pas? Parce que la salle de classe de français, c'est une salle où la participation est essentielle. Et les élèves doivent être assez à l'aise, assez confiants dans l'atmosphère, dans l'environnement pour participer. Alors, c'est une bonne façon de commencer. Et voilà. Très bien. Série d'activités, chaque strand, oui. Oui, on a toujours ça. Peut-être on peut utiliser aussi, au même temps, Michel nous a montré la petite oui et non, les petits checks qu'on peut utiliser. Alors, si je peux très vite vous demander, si vous pouvez cliquer sur le vert, si vous utilisez les descripteurs des niveaux du CEFR comme activité au début pour activité d'auto-évaluation ou activité de savoir où se placent les élèves avec leur confiance. Alors, si vous pouvez choisir, c'est le petit checkmark, si vous pouvez choisir oui, le vert, si vous travaillez avec les descripteurs des niveaux de CEFR, et sinon, choisissez le rouge. Ça, c'est un autre aspect intéressant de notre travail. Et je voulais savoir seulement parce que c'est une bonne idée. Si vous ne le faites pas, si vous commencez avec les descripteurs, et merci, j'ai pas bien posé la question. Alors, comme peut-être vous savez, il y a nos niveaux de CEFR. On a A1, A2, B1, B2. Et quelques professeurs utilisent les descripteurs pour ces niveaux, surtout les déclarations de I can do statements, je peux, comme activité d'auto-évaluation avec leurs élèves. Alors, on leur donne une liste des choses peut-être pour A1 et on dit, OK, indiquez toutes les choses que vous pensez vous êtes capable de faire, etc. OK, et ça va. J'étais seulement curieuse de savoir où on était avec ça aussi. Alors, ça va. Je suis d'accord avec la personne qui a dit qu'on garde toujours CEFR en tête, mais on ne les amène pas peut-être directement en classe, mais
c'est dans la tête, c'est derrière nos actions. OK, alors de très bonnes stratégies. Des jeux de Kahoot. Oui, Kahoot, c'est toujours... Kahoot, c'est amusant pour les élèves. Alors, voilà. OK. On va passer au prochain diapo. OK, Assessment of Learning. Alors là, on est à l'autre bout, en principe. This is Assessment of Learning, évaluation de l'apprentissage, et dans le langage du passé, summative evaluation. Alors, assessment of learning, summative in nature toujours, confirm what students know and can do. Ça, c'est un peu ce qu'on a vu au début de la présentation, où je vous ai demandé quand vous entendez le mot évaluation, qu'en pensez-vous? C'est savoir ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ont appris. To demonstrate whether they have achieved curriculum outcomes, on revient toujours au curriculum. Teachers concentrate on ensuring they have used assessment to provide accurate and sound statements of students' proficiency so that the recipients of the information can use the information to make reasonable and defensible decisions. Oui, Annette, c'est une très bonne idée. Je pose statements as success criteria. On va revenir à cette idée, mais absolument oui. Alors, assessment of learning, et ça encore, c'est summative, c'est ce qu'on fait à la fin. Alors, entre ces deux bouts, alors au début, on doit savoir où sont nos élèves, qu'est-ce qu'ils savent, where are the learning gaps, etc. Et à la fin, on doit savoir est-ce qu'ils ont acquis le matériel, est-ce qu'ils ont compris, est-ce qu'ils ont appris, est-ce qu'ils ont réussi aux attentes du curriculum. Alors, entre ces deux, c'est tout ce qu'on doit faire entre les deux. Ça, c'est notre défi, n'est-ce pas? Comment faire avancer nos élèves du début à la fin de chaque idée ou chaque cycle d'apprentissage. Okay? Je vais sauter ce diapo juste parce que je vois que déjà c'est presque 8 heures. Alors, mais réfléchissez pour un instant sur vos plus grands défis pendant ce processus. Comment est-ce qu'on peut avancer ces élèves du début à la fin avec succès? Par exemple, une question dont on parle souvent pendant le développement professionnel, c'est si j'ai un élève qui réussit au niveau 3, par exemple, selon les rubriques et le curriculum. Comment est-ce que je peux avancer cet élève du niveau 3 à niveau 4? Alors, quelquefois, ça, c'est un défi. Alors, réfléchissez pour un instant. Je lis quelques petits questions dans le boîte de clavardage. A list of listening, reading, speaking, writing, culture tasks. Get them to highlight what they think they're capable of. It says je peux at the top of the page. Excusez-moi. I'm going back and forth between French and English. Les élèves sont capables d'identifier où ils sont dans le CECR. Je suis d'accord. Moi, j'ai fait cette activité, par exemple, avec mes 11e. Au début du semestre, et ils ont aimé ça parce qu'ils se trouvaient plus capables qu'ils pensaient, n'est-ce pas? Et oui, on a quelques idées qui sont... Oui, subjectivité, je trouve, avec notre sujet, surtout maintenant, après qu'on a révisé le curriculum, c'est plus subjectif. Je suis d'accord avec ça. Parce que c'est pas comme une bonne réponse ou une erreur. N'est-ce pas? C'est pas si clair que ça, noir et blanc. Biggest challenge for me is class size, that individual feedback necessary to advance them with a big class. If the ministry wants what it wants, they need to reduce class size. Je pense que, Elaine, merci pour ce commentaire. Je pense que probablement tout le monde qui écoute ce soir est d'accord avec toi. C'est absolument un grand défi quand on a des classes énorme et on veut donner du bon feedback. Comme j'ai dit au début, moi je trouve ça un grand défi, de donner du très bon feedback détaillé, descriptif pour les 4 domaines de compétences qu'on travaille dans nos classes avec une trentaine, 32, 33
33 élèves dans la classe. Alors oui, c'est un très grand défi et espérons qu'on va trouver quelques idées ce soir pour arriver à donner du feedback à une très grande classe. Oui, et je vois absolument, si on a une petite classe, si on est chanceux d'avoir une petite classe de 15, on peut bien sûr, on peut donner plus de feedback à ce groupe. Et ce qui est drôle aussi, je parlais à quelqu'un dans ma famille récemment qui n'est pas professeur, et je lui ai dit que c'est pas souvent le nombre d'élèves dans la classe, mais c'est aussi le caractère de la classe, la personnalité de la classe. Alors, par exemple, ce semestre, j'avais 20 élèves appliqués. Et il y avait des moments où cette classe de 20 élèves appliqués me semblait plus grande qu'une classe de 35 élèves de 11e, par exemple. Alors, c'est aussi la question de gestion de classe. Si on ne peut pas tourner le dos pour observer et donner du feedback à un groupe, comment est-ce qu'on peut régler ce feedback dans une atmosphère comme ça? Oui. Et quelqu'un a demandé si je retourne aux boîtes. J'aimerais savoir si on va recevoir une copie des diapos. Oui, comme au début, vous avez entendu peut-être, Michel a commencé à enregistrer notre présentation ce soir et ça va être mis dans le archive de OTF sur leur site. Si vous êtes membre de OMLTA, ce sera aussi disponible sur notre site web. Alors, oui, vous pourrez accéder à la présentation après et écouter moi parler. Si jamais vous voulez écouter ma voix encore après ce soir, vous pouvez accéder à l'enregistrement, vous pouvez l'écouter. Alors, si je passe au prochain diapo. OK, alors ça, c'est où on commence de parler de l'évaluation en tant qu'apprentissage. Alors ça, c'est this is the meat of the sandwich, n'est-ce pas? Ça, c'est notre travail en classe, du début à la fin. So, a process of developing and supporting metacognition for students. Assessment as learning focuses on the role of the student as a critical connector between assessment and learning. Students are active, engaged, and critical assessors. They make sense of information related to prior knowledge and use it for new learning. This is a regulatory process in metacognition. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de responsabilités, beaucoup d'importance sur cette évaluation de l'élève, de son travail, son apprentissage. It occurs when students monitor their own learning and use the feedback from this monitoring to make adjustments, adaptations, and even major changes in what they understand. It requires that teachers help students develop, practice, and become comfortable with critically analyzing their own work and with reflection. Alors, si on passe au prochain diapo, on va analyser un peu cette description. Alors, j'espère que tout le monde peut voir, mais j'ai mis la description en haut. Et si vous prenez 1 minute, 2 minutes pour lire la description, et en bas, écrivez, notez sur l'écran ce que vous voyez comme les mots-clés dans cette description. Quels sont les aspects importants, les plus importants, et métacognition, absolument. Je vois déjà plusieurs personnes. Feedback, absolument. Merci, Vicky. Oui, si quelqu'un veut en s'appeler ou souligner ou absolument indiquer dans la définition, oui, très bon. Supporting, critical assessors, metacognition, role of the student. Engaged students, engaged. Critical assessors, student focused. They need to do the work. Et moi, je trouve ça très intéressant. Monitor their own learning. Oui, reflection, absolument. Alors là, c'est assessment as learning. Il y a beaucoup de responsabilités, beaucoup de travail pour les élèves à faire pendant ce processus. Mais ça, c'est pas toujours facile à intégrer dans nos classes, n'est-ce pas? Ce côté d'auto-évaluation et évaluation des pairs, surtout dans une classe de français, où, en principe, les élèves doivent faire les activités en français
Et si on a une grande classe, comme on vient de dire, comment est-ce qu'on peut donner du bon feedback pendant le processus pour les amener vers la fin? Oui, active, engaged, reflection. Alors, metacognition, tout le monde est d'accord, c'est un mot très important. On voit developing plusieurs fois, engaged, role of the student, très important parce que les élèves doivent réfléchir, doivent regarder leur travail, leur apprentissage, doivent penser à comment ils pensent, comment ils apprennent. Reflection, use feedback, absolument, supporting, ça c'est notre rôle bien sûr, de soutenir et d'aider ces élèves. Use feedback, become comfortable, analyzing, etc. Très bien. OK. Si on regarde Growing Success, alors notre ami Growing Success, quand on parle de Assessment and Evaluation, on doit citer Growing Success au moins une fois, je pense, n'est-ce pas? So, assessment for the purpose of improving student learning, both assessment for learning and assessment as learning. Comme j'ai dit au début, c'est une combinaison des deux. C'est pas des évaluations tous séparées qui sont complètement différents, complètement séparés avec une ligne claire. We often confuse engagement with involvement. Teachers can do lots of things to involve students, but engagement means caring. That's harder. I can't make them care about the topic. Très intéressant. Et Elaine, si vous vous rappelez de l'auteur ou peut-être de la source de cette idée, qu'est-ce que vous avez lu ou vous avez lu cette idée, ça c'est très intéressant. Et je suis d'accord, ça c'est très difficile et on parle d'engagement, peut-être ils s'amusent, etc. Merci, Elaine, merci. Engagement means caring, that's harder. Et absolument, il y a toujours des élèves qui ne s'intéressent pas, n'est-ce pas? Et on peut en parler beaucoup, comment engager les élèves qui ne veulent pas être là, mais je peux, comme quelqu'un qui vient de finir enseigner un cours de 9e appliqué, j'ai rencontré récemment plusieurs petits jeunes qui ne s'intéressent pas du tout. Alors mon but était de les engager au niveau où ils pouvaient arriver à accomplir assez pour avoir leur crédit. Mais je suis d'accord, c'est pas la même chose. If you ask them what they want to learn or what they like, they immediately light up. Ça, c'est une très bonne suggestion et une idée que j'ai utilisée au passé et c'est pas vraiment au sujet de notre présentation ce soir, mais si jamais il y a quelqu'un dans le groupe qui veut en parler encore, n'hésitez pas de m'envoyer un message après la présentation. Mais ce que je fais souvent, on parle de co-créer les critères de réussite et les buts d'apprentissage, mais moi, souvent, j'essaie de co-créer le plan du cours avec les élèves, surtout s'ils sont plus avancés, comme 11e, 12e. So we co-create the course outline. Et là, c'est plus de travail pour moi, bien sûr, parce que c'est pas le même cours chaque année, parce que je dois changer les sujets, les unités de travail, mais ils sont plus engagés. Et je vois et ça, c'est triste, Natasha. Je suis triste de lire votre situation. Hasn't had a French-speaking French teacher in over 10 years. They hate French, resent the fact that absolument. Alors ça, c'est un problème sérieux pour les profs de français partout dans la province, je pense. Et il y a aussi toujours le problème d'avoir des bons profs de français, qui parlent français, qui aiment le français devant nos élèves. Alors oui, c'est un grand défi. Et moi, je dirais que absolument, ça fait partie des défis que nous devons surmonter pour amener les élèves du début à la fin. Alors, notre travail n'est pas facile. Et si quelqu'un pense que le travail d'un prof est facile, c'est pas facile, comme vous savez. Alors, c'est un art, n'est-ce pas? Il y a un art à ce qu'on fait. Descriptive feedback and coaching. Ici, c'est ça
que je trouvais intéressant. Assessment as learning by helping all students develop their capacity to be independent, autonomous learners, set individual goals, monitor their own progress, etc. Alors ça, c'est Growing Success, notre ami. OK. Alors, ici, un peu l'importance de l'évaluation en tant qu'apprentissage. Comme vous savez, avec notre FSL Framework et le curriculum révisé, il y a un accent sur développer la confiance de nos élèves en français avec la communication en français. Donc, ici, et comme vous avez dit tout à l'heure, quelqu'un a dit dans la boîte à clavardage, demandez les élèves qu'est-ce qu'ils veulent apprendre. C'est un peu indiqué avec ce diapo. Including students in the assessment process helps them to take responsibility for their own learning. Et moi, je dirais que ça comprend cette idée de demander qu'est-ce que vous voulez apprendre. Alors, creating a classroom environment where students feel safe to take risks in using the language and in their learning builds their confidence. Co-construct, so involving course French students in goal setting. Qu'est-ce que vous voulez apprendre? Co-constructing success criteria, thinking about their own learning benefits students, not only in French language learning, but also in other aspects of their learning. Alors, ça contribue au développement de la confiance. Alors, oh, j'ai perdu ma souris. Voilà. OK. Ici, c'est une petite liste des aspects clés ou les étapes qu'on suit pendant ce processus. Alors, on fait l'évaluation au service de l'apprentissage, on sait où on commence avec ses élèves, et alors, on suit quelques étapes et on arrive au assessment of learning, où on peut voir qu'est-ce qu'ils ont appris. Alors, on a les buts d'apprentissage, les critères de réussite, les modèles et les exemples de ce qu'on essaie de faire. On a la pratique, bien sûr, et la vérification de compréhension. On a auto-évaluation et métacognition, l'évaluation des pairs et le feedback descriptif. Lather, rinse, repeat, n'est-ce pas? Plusieurs fois, on doit le faire avant l'évaluation de l'apprentissage. Alors, ce que je vais vous demander de faire pendant une petite minute, c'est on va retourner aux icônes qu'on a utilisées au début pour indiquer nos niveaux et nos programmes qu'on enseigne. Et je vais vous demander de mettre une icône à côté des aspects que vous trouvez personnellement les plus difficiles à réaliser dans vos classes. Alors, une petite icône comme un petit checkmark où on a vu le tasse de café tout à l'heure, auto-évaluation et métacognition. Alors, on va faire pendant une petite minute, juste savoir où est tout le monde avec ces étapes. Je vois beaucoup de... Oh, et vous choisissez des icônes très intéressantes ce soir que j'ai jamais vues, comme le petit The Little Graduation Cat. Moi, j'ai jamais vu cette icône non plus. Alors, beaucoup de personnes ont choisi... et merci Vicky, je vois, vous avez écrit évaluation départ dans la boîte. Auto-évaluation, métacognition, oui. Ah, les lunettes! Moi, je viens d'acheter des nouvelles lunettes, alors j'aime cette icône aussi. OK. Alors, merci. Ça c'est une bonne indication d'où on est. C'est cette idée de auto-évaluation et métacognition surtout, mais aussi évaluation des pairs et le feedback descriptif. Alors, plutôt vers la fin du processus. Alors, moi, je suis d'accord avec ça. Personnellement, moi, je dirais feedback descriptif, c'est toujours un défi pour moi, mais pas parce que je ne comprends qu'est-ce que c'est. Je ne comprends pas qu'est-ce que c'est. C'est trouver le temps de le bien faire comme il faut. Ça, c'est mon défi. Et comment intégrer auto-évaluation et métacognition dans une classe de français, en français, avec les élèves anglophones? Absolument, un défi. Alors, merci. On va passer au prochain diapo.
OK, on va vite parler alors les buts d'apprentissage, les critères de réussite, parce qu'on reçoit, je ne sais pas dans vos conseils, mais dans mon conseil de TDSB, on reçoit beaucoup de développement professionnel au sujet des buts d'apprentissage, critères de réussite, mais on va réviser quand même la définition. Tia, je trouve les modèles difficiles quand c'est la première année d'enseignement, absolument. Et je pense que c'est peut-être même le prochain diapo, on va faire un petit partage d'où on trouve les modèles qu'on fournit aux élèves, des modèles authentiques de la vraie communication. Peut-être ça va vous donner quelques nouvelles sources d'explorer pour ces modèles. Parce que oui, vous avez raison, si on commence notre carrière, on n'a pas tous ces dossiers, tous ces USB, etc. de tous les modèles qu'on a ramassés. EduGains, je ne sais pas si vous connaissez le site web EduGains, c'est très utile pour tous les aspects de l'éducation. Il y a quelques années, c'était énormément important pendant qu'on explorait les idées de la pédagogie différenciée. Il y avait beaucoup de ressources développées par EduGains pour enseigner ou explorer, discuter de ce modèle, cette pédagogie avec les professeurs. EduGains, oui, Transforming FSL, absolument, si vous cherchez des modèles. Et EduGains, Transforming FSL. Et EduGains, le site que je viens de parler, c'est EduGains, si vous regardez le diapo, ça dit selon EduGains. Si vous cherchez EduGains sur Google, vous l'aurez tout de suite. Learning goals are brief statements that describe for students what they should know and be able to do, and success criteria, specific terms, what successful attainment of the learning goals looks like. Alors, probablement vous savez ça déjà, mais les élèves doivent être capables à répondre à la question « Qu'est-ce que j'apprends? Pourquoi? Et comment est-ce que je saurai que je l'ai appris? » Alors, comme vous avez dit tout à l'heure, excusez-moi, comme vous avez dit tout à l'heure, ça vaut la peine souvent de demander aux élèves qu'est-ce que vous voulez apprendre à faire. Sinon, surtout pour merci Michel, surtout pour, alors le site de EduGains est là dans la boîte de clavardage si vous le cherchez. Merci. Sinon, on voit souvent dans les programmes de 9e, souvent on a des élèves qui ne sont pas super enthousiastes à propos d'étudier le français. Alors, on commence et on se concentre sur parler d'eux-mêmes, n'est-ce pas, de décrire nos amis, de parler de nos activités, d'arranger une sortie avec des amis, de planifier un voyage de classe. Alors, les intérêts des jeunes, c'est souvent les jeunes eux-mêmes, n'est-ce pas? Alors, on doit écrire les buts d'apprentissage, les critères de réussite dans le langage des élèves. Ça doit être quelque chose qu'ils peuvent comprendre. Moi, je les écris en français, mais un français très simple. Merci. Et bien sûr, un français très simple, mais ça doit être au niveau des élèves, dans un langage pour les élèves, pas pour le ministère de l'Éducation. Là, on peut absolument, comme quelqu'un a dit au début, on peut intégrer les déclarations de « je peux » de CECR, the Can-Do Statements from CEFR, comme critère de réussite surtout, et toujours visible. Ce que je voulais dire avec ça, c'est moi, je trouve, alors là, on peut rentrer dans une autre conversation. C'est très difficile si on est prof de français et on n'a pas de salle de classe d'avoir nos buts d'apprentissage et les critères de réussite toujours visibles. Mais si c'est possible, c'est une bonne idée de les avoir quelque part, anchor chart ou au tableau ou quelque chose, parce que comme ça, chaque fois qu'on travaille en classe, on peut toujours indiquer, et voilà pourquoi est-ce qu'on fait cette activité aujourd'hui. Ça va vous aider à accomplir ce que nous avons identifié comme le but d'apprentissage. Ça va vous amener vers les critères de réussite, etc. Alors, quand je leur ai demandé ceux qui voulaient apprendre à faire cricket,
Et on a tous eu cette expérience, absolument. TIA, ce n'est pas une mauvaise idée. Alors, au lieu de commencer avec rien, si on avance, on crée une liste de, je sais pas, 10, 12 idées possibles. Les idées où nous sommes confortables à créer une unité. Alors, les Jeux olympiques, la nourriture, moi et mes amis. Alors, une liste comme ça, ils peuvent voter. Ça, c'est pas, TIA, c'est une très bonne idée. Parce que, au moins là, on leur dit, OK, voilà des idées. Au lieu de, alors, je ne veux rien apprendre, c'est pas une option. N'est-ce pas? On ne peut pas voter pour, je veux apprendre rien, madame. Alors, on ne peut pas faire ça. Et encore, c'est établi avec les élèves. C'est une collaboration avec les élèves. Et j'ai mis juste à la fin quelque chose que j'ai commencé à faire il y a quelques années, c'est créer les buts d'apprentissage ou établir les buts d'apprentissage au début de chaque unité. Alors, et ça a changé depuis le curriculum révisé. Au début, avant ce curriculum, c'était peut-être nous apprendrons à utiliser le passé composé. Bien sûr, on ne parle pas comme ça maintenant, mais on peut dire à la fin de cette unité, nous serons capables de raconter ce que nous avons fait pendant le week-end passé. Quelque chose comme ça. Alors, c'est un but communicatif. Et pendant chaque leçon, ou presque chaque classe, on peut dire, OK, aujourd'hui, on va avancer vers ce but de communication et avec des buts d'apprentissage pour cette leçon ou cette classe. Alors, quand j'entends les buts d'apprentissage, souvent, je l'interprète comme les buts de communication. Alors, pour moi, c'est surtout si on considère le CECR. Alors, je serai capable de faire quoi à la fin? Je serai capable de parler de mes amis, de réserver une chambre d'hôtel au téléphone ou je ne sais pas, ça dépend de votre programme. Mais les buts d'apprentissage, on pourrait aussi en parler comme les buts de communication. Ici, comme j'ai dit tout à l'heure, alors on établit les critères, les buts, qu'est-ce qu'on fait pendant cette unité, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pendant cette leçon et pourquoi. Comment est-ce qu'on va savoir si on l'a appris. Et aussi, on doit fournir les modèles aux élèves pour leur donner des exemples qu'ils peuvent suivre. Bien sûr, le niveau auquel ils vont suivre le modèle, ça dépend du niveau des élèves. Alors, comme mes 9e appliqués vont suivre un modèle très simple, ils vont bien suivre ce modèle, seulement quelques substitutions de mots. Et bien sûr, les élèves de 11e, 12e vont manipuler le modèle plus librement. Alors, j'aimerais savoir, dans la boîte de clavardage ou sur l'écran, où trouvez-vous les modèles et les exemples authentiques que vous montrez aux élèves. Parce que comme quelqu'un a demandé ou a dit, c'est difficile. Si on commence peut-être à enseigner un nouveau niveau, on enseigne un nouveau cours qu'on n'a jamais enseigné, ou on commence en général à être prof. Où trouvez-vous les modèles et les exemples authentiques que vous fournissez aux élèves? Alors, si on prend une minute, dans la boîte de clavardage ou sur l'écran, si vous pouvez partager un peu vos ressources ou vos inspirations. Je trouve aussi que quelques parents veulent que les élèves font beaucoup de devoirs grammaire. Oui, et ça, c'est pendant que les gens ajoutent leurs idées à l'écran, je vais répondre à ce que vous avez dit. On est toujours... En fait, je ne connais pas l'expression en français, je serai honnête, mais en anglais, on dit paradigm shift. Et ça, c'est... On est en train de changer comment on pense de l'apprentissage d'une langue et la communication. Et si quelqu'un a appris quelque chose,
qu'est-ce que ça veut dire? Ça change un peu. Et ce changement n'est pas encore complètement arrivé chez les parents, n'est-ce pas? Les parents pensent souvent à comment ils ont appris quand ils étaient à l'école. Et là, il y a plusieurs personnes dans le groupe, je suis certaine, qui se rappellent de la répétition, la mémorisation, les feuilles de travail, on remplit les espaces avec un verbe, puis on fait des tables de conjugaison, on mémorise, on récite, mais on n'était pas capable de communiquer d'une vraie façon spontanée. Alors moi, je dirais que la réponse aux parents, c'est on est en train de changer nos perceptions de ce que ça veut dire apprendre et étudier une langue. Mais ça prend du temps, absolument, pour comprendre que on ne fait pas des pages et des pages et des pages et des pages de conjugaison maintenant. Les dialogues à YouTube, ressources de Delph, oui, bonne idée. Mon sous-sol est comme la carte d'Alibaba. Ça, c'est souvent le cas. Mon mari n'est pas professeur. Il me demande toujours pourquoi je ne jette pas telle ou telle chose. Et je lui dis toujours, comme prof, on ne jette rien. Parce qu'on ne sait pas. On ne sait jamais quand ça sera utile. N'est-ce pas? FLE, Presse francophone, Transforming FSL, oui, c'est un très bon site. Je vous encourage de l'explorer. Et oui, ils ont ajouté quelque chose cette année, l'harmonisation des travaux d'élèves en français langue seconde au site Transforming FSL. Et ça, vous trouverez bien de choses là. YouTube, oui, bonne résolution, etc. Oui, les magazines de Mary Glasgow, oui, absolument. Je cherche l'Internet beaucoup. J'écris beaucoup de choses moi-même. J'aimerais faire des petites vidéos avec d'autres profs de mon conseil. Oui, et moi aussi, j'écris beaucoup de choses moi-même. Absolument. Et surtout pour les élèves moins avancés. Souvent, il faut. Student samples from previous years, oui. Très bien. Cela dépend de la recherche des ressources que le prof entreprend pour tel cours. L'ancienneté joue la différence, absolument. Exit ticket to tweet, absolument. Alors, on peut utiliser la technologie. Oui, quand on voyage, on peut ramasser les exemples, absolument. Alors, je peux vous proposer quelques autres sites. Je ne sais pas si vous connaissez Idelo, mais c'est un site c'est l'ancien site de TFO. Au passé, il y a longtemps, c'était TFO. Et il y a plein de petites vidéos très courtes qui sont disponibles là-bas. Aussi, je vois, et c'est pas la première fois que quelqu'un a mentionné que d'être seul ou si on n'a pas beaucoup d'expérience en tant que prof de français ou si on est le seul prof de français à notre école, par exemple, le réseautage avec les collègues, c'est clé, mais c'est pas toujours facile. Alors, j'aimerais peut-être vous encourager de même chercher des groupes sur Facebook où vous pouvez partager des idées. Par exemple, deux groupes que je peux recommander, c'est French Teachers of Ontario. C'est un bon groupe et je ne suis pas administrateur ou rien avec ces groupes. Je suis membre, mais j'ai rien à gagner si vous y allez. Mais French Teachers of Ontario, souvent les gens viennent poser des questions comme je cherche une vidéo comme exemple de blablabla pour montrer à mes élèves de 8e immersion. Est-ce que quelqu'un a des idées et vous recevrez des idées. Il y a aussi un groupe French Teachers in the US. Je sais que c'est un groupe américain, mais je trouve qu'ils partagent énormément des ressources, peut-être parce que le français est moins répandu aux États-Unis. Alors, collaborer avec les autres profs, c'est peut-être même plus important parce que c'est plus difficile de trouver les choses. Je ne sais pas. Mais French Teachers in the US, c'est un très bon groupe aussi où vous verrez
beaucoup de partage de toutes sortes de ressources, pas seulement les vidéos. Oui, Facebook Ontario French Teachers, oui, comme je viens de dire. Oui, Ontario Intermediate Secondary Core French Teachers, si ça vous intéresse. Et French Teachers in the US, si ça vous intéresse. Encore, c'est seulement des suggestions, mais vous trouverez pas mal de choses. Oui, et je sais, Valérie, oui, vraiment, US, mais je peux vous dire que là, j'ai trouvé plein de ressources. Et comme j'ai dit, je pense que c'est parce que ces profs, le français n'est pas intégré dans leur société comme ici au Canada. Alors peut-être ils ont plus besoin de collaboration même. Alors ils ont une grande base de ressources et ils vont partager avec tout le monde. Alors ça vaut la peine peut-être de l'essayer. Et si vous décidez que vous ne l'aimez pas, vous pouvez partir. Mais surtout pour trouver des vidéos, des choses comme ça, moi je trouve ça un très bon groupe. OK. Alors, vérification de la compréhension. Alors, ici, si vous avez enseigné une leçon, vous avez fait une activité, les élèves ont fait quelque chose pour pratiquer, on veut savoir est-ce que tout le monde a compris, n'est-ce pas? Et ça, c'est avant qu'on donne des devoirs, qu'on va ramasser, on va noter, on va corriger, etc. C'est avant ça. Est-ce qu'on peut commencer la prochaine leçon? Est-ce qu'on peut avancer à la prochaine idée? Elaine, je veux répondre American Association of Teachers of French. Ça, c'est leur association. Ce n'est pas le groupe dont je parle. Le groupe dont je parle, c'est French Teachers in the US. Mais ils partagent beaucoup de ressources de American Association of Teachers of French. Alors, c'est une association, comme All-Meltier, par exemple. Elaine, comme vous avez dit, they might enjoy French because it's not seen as forced upon them. Il y a un côté positif, on peut dire oui. Les ACPI, c'est quelque chose de différent, mais c'est une bonne source d'informations. Alors oui, aux États-Unis, les profs avec qui je parle disent oui, les élèves aiment le français parce que c'est pas forcé, mais c'est aussi très difficile de grandir les programmes parce que c'est toujours la compétition avec l'espagnol et on a des classes, like split classes de niveau 1, 2, 3, 4, comme 12 élèves avec tous les niveaux ensemble. Alors, two sides, n'est-ce pas? Il y a un côté positif, mais aussi négatif. Que sortent absolument de bonnes ressources. Bien sûr, on a de bonnes ressources. ACPI, c'est l'association pour les professeurs d'immersion. Toujours une bonne source d'information aussi. Alors, si on veut vérifier que la classe a compris, qu'on peut avancer à la prochaine idée, on peut faire des observations, utiliser des petites listes, on peut faire des conférences formelles ou informelles. Souvent, je trouve qu'avec l'évaluation, on pense que ça doit être formel et ça doit être écrit. Et on oublie que ça peut être très informel, même improvisé dans le moment, dans une situation, et à l'oral. Alors, des petites conférences informelles, c'est comme une petite conversation pendant que les élèves travaillent pour les devoirs ou quelque chose. Alors, carte de sortie. On a parlé, quelqu'un a mentionné ça tout à l'heure, des exit cards, et on a aussi entry tickets, ou entry cards. Il y a plusieurs façons de les faire. Si vous voulez voir très vite si la classe a compris, moi j'utilise les impressions. Vous avez peut-être 1, 2, 3, like un sondage avec la main, par exemple. Ce que j'ai commencé à faire il y a des années, je suis allée à Dollarama et j'ai acheté, en fait, je ne sais pas, oh oui, Natasha, je peux vous dire, the group
wants to know the name of the school in the USA. Moi, je suis membre et je n'ai jamais enseigné aux États-Unis. Alors, peut-être si vous dites, je suis prof au Canada, mais j'aimerais bien partager avec les profs américains. Et je sais, ils ont mis des majuscules. Mais moi, je suis membre et je ne suis pas américaine. J'ai jamais enseigné aux États-Unis. Alors, je suis désolée s'ils ont dit ça. Alors, ce que j'ai fait, je suis allée à Dollarama et j'ai acheté un sac de like pom-poms, des tout petits qu'on utilise pour faire like little arts and crafts, etc. Et j'ai acheté les 3 couleurs. Et en fait, c'est les 3 couleurs de Noël. C'est alors dans le sac, il y avait blanc, rouge et vert. Et j'ai mis tous les petits pom-poms dans un panier. Et je dis aux élèves, OK, je vais vous laisser le choix. Et si vous avez très bien compris ce qu'on a fait aujourd'hui, vous êtes très à l'aise avec ce matériel, vous voulez passer à la prochaine chose, vous choisissez le petit vert. Si vous êtes, je comprends, mais je veux pratiquer encore, j'ai besoin d'encore un peu plus de pratique. Je ne suis pas prête à partir encore. Vous choisissez le blanc. Si vous n'avez rien compris, vous avez toujours beaucoup de questions et vous voulez qu'on refait tout, vous choisissez le rouge. Et là, ils mettent leur petit pom-pom dans un autre petit panier. Et là, je peux voir tout de suite, OK, presque toute la classe est vert, presque toute la classe est rouge. Et tout de suite, je peux capter une impression de où ils sont. Et c'est privé. Ils n'ont pas besoin de lever la main devant tout le monde. Alors, pour les élèves qui aiment toucher les choses, ça marche bien. Et bien sûr, on sait qu'on peut toujours faire des questions individuelles, des questions sur les cartes de sortie pour les élèves de remplir. Et là, on les regarde vite. C'est pas comme une composition qu'on doit corriger. Des petites questions vite. On peut regarder très vite pour voir est-ce qu'ils ont compris ou non. On peut aussi leur donner comme carte de sortie, écrivez une question que vous avez toujours après notre leçon aujourd'hui. Et là, vous regardez vite, vous voyez que la moitié ont la même question. Mais voilà, vous savez où commencer demain, parce que beaucoup d'élèves ont la même question. Aussi, il y a cette pratique, l'art de poser les questions. OK, comment tu peux faire l'activité avec les pom-poms anonymes? Alors, ce que je fais, je vais chez chaque élève, OK, et je circule dans la classe chez mon panier de pom-poms et il met la main dans la boîte de pom-poms, ils choisissent la couleur qu'ils veulent et puis il met main fermée, il laisse tomber le pom-pom dans l'autre panier, puis c'est fini. Alors, personne voit. Oh, moi, je vois le pom-pom que chaque élève choisit, mais je voulais dire anonyme au niveau de la classe. Alors, si quelqu'un n'a rien compris, ses amis ne doivent pas savoir qu'il n'a pas compris. C'est ça que je voulais dire avec anonyme. Alors, cet art de poser les questions aux élèves, si on peut lier nos questions au but d'apprentissage, on crée un environnement positif où les élèves sont prêts à prendre des risques, on pose des questions ouvertes et fermées. Et une chose que j'ai réalisée il y a quelques années, j'ai commencé à l'employer, ça marche très bien, c'est ce qu'on appelle en anglais think time. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai toujours dans mes classes quelques élèves, un petit groupe d'élèves qui dominent l'interaction avec le professeur. Alors, moi je leur dis, OK, alors, comment est-ce qu'on peut répondre à cette question en français? Puis, tout de suite, il y a un groupe de 5 élèves, au moins un élève va crier la réponse tout de suite. Et puis voilà, personne ne peut répondre. Alors, une chose que j'ai commencé à faire, c'est de dire à tout le monde, OK, je vais vous donner 10 secondes et je veux rien entendre pendant les 10 secondes. Et après 10 secondes, si vous pensez que vous avez la réponse, levez la main. Et là, j'attends qu'un élève que je sais est peut-être un peu plus faible ou qui ne comprend pas toujours tout de suite, se lève la main, puis là, je lui demande
quelle est la réponse. Alors, c'est juste pour encourager, parce que autrement, c'est très facile pour nous d'avoir l'impression que la classe comprend, parce qu'on reçoit toujours une réponse très vite. N'est-ce pas tout de suite? Mais je pose une question, puis j'ai toujours la réponse tout de suite. Mais il faut faire attention que ce n'est pas toujours les mêmes élèves qui contribuent à la réponse. OK, très vite. Je vais sauter ce diapo parce que je sais que on doit aller un peu plus vite pour tout finir. Alors, l'auto-évaluation, je pense que tout le monde a déjà indiqué tout à l'heure, intégrer l'auto-évaluation et la métacognition avec les élèves, c'est pas facile. Alors, on va passer au prochain. Et oui, Tia, tu dis think, pair, share, pose une question, donne le temps à penser, discussion en part, absolument. Okay? C'est une bonne stratégie. Excusez-moi. Alors, comment est-ce qu'on peut intégrer l'auto-évaluation? Et ça, c'est seulement quelques idées. Et s'il y en a d'autres idées, ajoutez-les dans la boîte de clavardage, n'hésitez pas. D'abord, pour l'auto-évaluation, here we're talking about self-evaluation, n'est-ce pas? On doit modéliser. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça, c'est, on peut modéliser à l'oral même, devant la classe. Qu'est-ce que je pense? Quelles sont les questions que je me pose, etc. Toujours, on revient aux critères de réussite. Et espérons que les élèves ont aidé à établir les critères de réussite. Alors, espérons qu'ils comprennent les critères de réussite et qu'ils ont vu des modèles des critères de réussite avec lesquels ils peuvent faire des comparaisons. Aussi, surtout avec les élèves moins avancés, mais même avec les élèves très avancés, on doit commencer avec les listes de contrôle, avec un vocabulaire très simple. Et comme on a dit plusieurs fois, si on utilise les descripteurs et les phrases qui commencent avec « je peux », et on utilise toujours un vocabulaire très simple. Et puis après qu'ils ont travaillé un peu avec les listes de contrôle et ils ont pratiqué, réfléchir sur leur travail, faire des comparaisons avec les modèles qu'ils ont vus, là on peut avancer aux rubriques. Les rubriques sont très difficiles pour les élèves d'utiliser pour l'auto-évaluation parce que moi je trouve qu'ils sont quand même difficiles pour les profs souvent d'utiliser les rubriques. Alors, c'est pas toujours la meilleure façon pour une élève d'utiliser. Alors, qu'est-ce que c'est list de contrôle exemple? Alors, ce que je dirais, list de contrôle, c'est comme un checklist. Alors, des choses que ça dépend des critères de réussite. Si, je ne sais pas, si j'ai écrit une lettre à un ami, par exemple, pour me présenter, à quelqu'un de nouveau. Un critère de réussite, je peux dire mon nom. Je peux dire le nom de mon école. Je peux décrire ma personnalité avec 2 adjectifs. Je peux poser une question sur les passe-temps de l'autre personne, etc. Alors, c'est ça que je veux dire une liste de contrôle, c'est juste comme un checklist, parce que c'est plus facile qu'une rubrique pour les élèves. Et avancer aux rubriques, comme j'ai dit, mais une partie importante de l'auto-évaluation, c'est incorporer la fixation des buts concrets avec modèle et donner du feedback. Alors, une chose que j'ai fait, par exemple, au passé, moi, j'enregistre toujours les tâches orales de mes élèves et c'est une suggestion que je donne à tout le monde. Pas à vidéo, les élèves sont toujours plus à l'aise avec audio et c'est pas très difficile de trouver une façon d'enregistrer l'audio. Et ce qu'on peut faire, on peut donner du feedback avec une copie de l'enregistrement à l'élève. L'élève peut écouter sa présentation
ou sa conversation enregistrée, peut réfléchir sur votre feedback, les critères de réussite, et peut là faire une meilleure auto-évaluation. Et après ça, il ou elle peut fixer un but pour la prochaine fois. Alors, si vous créez un formulaire avec, comme la liste de contrôle dont on a parlé tout à l'heure, on peut dire, oui, je peux parler de mon école, je peux dire mon nom, etc., etc. Puis, un but pour la prochaine présentation. Alors, peut-être c'est quelque chose avec la prononciation, c'est quelque chose avec le vocabulaire, c'est je ne sais pas. Et puis, ils gardent cette feuille et la prochaine fois qu'ils font une évaluation, vous faites la même chose, mais maintenant, il y a une ligne sur le formulaire où ils doivent retourner au but qu'ils ont fixé la dernière fois pour dire, OK, est-ce que j'ai réalisé le but que j'ai établi après la dernière évaluation? Est-ce que j'ai travaillé la prononciation? Est-ce que j'ai amélioré mon vocabulaire? Est-ce que j'ai whatever? Alors, ils peuvent réfléchir sur le but, parce que je trouve souvent, on encourage les élèves de faire les buts, mais après ça, on ne les regarde plus. Et alors, je me demande pourquoi les élèves fixent des buts si on ne va pas les révisiter. Si c'est assez clair, je ne sais pas. Alors, si vous donnez l'occasion aux élèves de fixer un but, c'est pas comme 5 buts, un but, un petit but pour la prochaine fois, et puis ils doivent retourner à ce but pour la prochaine tâche, pour voir, OK, je dois incorporer ce but. Et comme prof, vous pouvez dire que voilà comment vous pouvez réussir pour la prochaine fois. Alors, par exemple, si l'élève dit, OK, je dois travailler ma prononciation pour la prochaine présentation, vous pouvez dire, OK, voilà 2 ou 3 stratégies, voilà comment je peux t'aider à travailler la prononciation pour la prochaine fois. Et puis, ils peuvent réfléchir à ce qu'ils ont réussi ou non. Et on a une suggestion dans la boîte, Flipgrid est idéal. Alors, si vous connaissez Flipgrid, vous pouvez l'utiliser aussi. Il y a plusieurs façons de le faire, bien sûr. Mon conseil, on est fortement Google, alors on utilise beaucoup Google Classroom, Google Docs, etc. Je voulais souligner, et ça c'est un graphique développé par Sylvia Duckworth, mais source originale n'est pas connue. Mais je voulais très vite mentionner la mentalité de croissance, parce que on va voir quand on demande aux élèves qu'est-ce que vous avez réussi, qu'est-ce que vous devez travailler. Souvent, on rencontre cette mentalité fixe, on peut dire, comme oh, I suck at French, I'm bad at this, etc. Alors là, ça c'est fixed mindset et on doit les encourager à développer une mentalité de croissance, comme OK, au lieu de dire je suis pas bon, on peut dire OK, qu'est-ce qui m'échappe ou qu'est-ce que je dois travailler, qu'est-ce que je ne comprends pas, au lieu de dire I suck at French. Alors, c'est quelque chose à considérer quand vous guidez l'auto-évaluation des élèves, c'est de leur donner des modèles de la mentalité de croissance. Alors, je vais avancer. Je sais il y a beaucoup à lire sur ce diapo, mais je veux bien arriver. Alors, je vais sauter ça. On va vite parler de l'évaluation des pairs. OK, ça c'est un problème ici. Je pense, j'ai mis la question en plus grand. Alors, on peut modéliser absolument, on peut donner des listes de contrôle, on peut enseigner les expressions, on peut commencer avec les courtes interactions. Quelqu'un a mentionné Think, Pair, Share. Si on dit, OK, vous allez lire ou écouter le travail d'un partenaire, puis vous donnez une phrase de feedback, puis 2 phrases de feedback, puis 3 phrases de feedback. Alors, comme ça, on
on continue à développer. Mais comment pourrait-on encourager l'emploi du français pendant cette activité? Ça, c'est toujours le défi, n'est-ce pas? Si on fait l'évaluation des pairs en classe, si moi je suis à côté de ces deux élèves, oui, ils vont essayer de parler en français, mais quand je vais écouter les autres élèves, ils vont commencer à parler en anglais, n'est-ce pas? Et j'imagine que c'est un problème pour tout le monde. Alors, une suggestion que j'ai utilisée au passé, moi, je travaille à une école où presque tous les élèves, pas tous les élèves, mais presque tous les élèves ont un smartphone, un téléphone cellulaire. Alors, ce que je leur dis de faire quand ils ont quelque chose comme ça à faire, par exemple, je fais des cercles de lecture en 10e année et ils doivent faire des petites discussions en français de ce qu'ils ont lu. Alors, ce que je fais, je les mets en groupe et je leur demande, avec leur téléphone, un téléphone par groupe, d'enregistrer leur conversation. Alors, on commence avec les petits buts, bien sûr. Vous allez parler pendant 1 minute en français. Maintenant, vous allez parler pendant 2 minutes en français, pendant 3 minutes en français, etc. Puis, je leur dis de m'envoyer les enregistrements attachés à un courriel. Et comme ça, je peux très vite, je ne les écoute pas tous, mais je peux voir est-ce qu'ils ont, c'est un peu de, comme on dit en anglais, accountability. S'ils savent que la prof va savoir qu'on n'a pas parlé en français, sauf quand elle était à côté de nous, ça ajoute à cette idée qu'il y a un travail que le prof va voir. Alors, c'est juste une petite suggestion. J'aime la suggestion que je vois dans la boîte, renforcement positif. Les autres vont suivre pour montrer qu'ils sont capables. Alors, oui, on voit, ça c'est l'influence des pairs, n'est-ce pas? Et encore, ça dépend du groupe. Parce qu'il y a des groupes où ça n'a aucune influence, mais il y a des groupes où il y a beaucoup d'influence, n'est-ce pas? Mais moi, j'ai trouvé faire des petits enregistrements de leurs interactions, même si c'est 3 minutes, puis sur leur téléphone, ils doivent envoyer l'enregistrement, ça marche. Sinon, si vous avez des iPads ou des machines, des petits appareils dans la classe pour enregistrer, ça aussi, ça peut marcher. Juste pour accountability, comme on dit en anglais. OK, feedback descriptif, encore je vais sauter parce que ça c'était pour discussion et je veux bien avoir le temps de parler de quelques technologies dans cette partie. So, beaucoup de personnes trouvent que le bon feedback descriptif est difficile à donner, pas parce que nous ne comprenons pas les qualités du bon feedback descriptif, mais parce qu'on n'a pas le temps. Comme on a dit ici, j'ai 35 élèves, okay, et je dois donner du bon feedback descriptif détaillé à chaque élève. Comment est-ce que je trouve le temps? Alors, effective feedback is, là c'est une petite description des qualités du type de feedback. Descriptive, focused, limited, timely, ça c'est très difficile, n'est-ce pas? On fait quelque chose en classe, puis ça prend du temps de faire des corrections. On a beaucoup d'élèves, on a d'autres choses à faire, on a beaucoup de travail, il y a des interruptions. Puis, si on rend le travail, le feedback trop tard, c'est beaucoup moins efficace parce que l'élève a perdu le lien avec ce qu'ils ont fait. Ça, c'est une autre raison pour laquelle j'enregistre toujours l'oral. C'est si le feedback est donné plus tard, au moins l'élève peut retrouver le lien avec ce qu'ils ont fait. Implemented by students, monitored by the teachers, students are expected to act on the feedback. Alors ça, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, s'ils établissent un but, est-ce qu'ils ont révisité le but? Est-ce qu'ils ont incorporé le feedback la prochaine fois qu'ils ont essayé la tâche? Alors, le plus grand défi, là, et c'est même le plus grand défi à ce moment parce que je vois l'heure et alors je suis désolée si je commence à parler plus rapidement. Alors, le plus grand défi, c'est
avoir le temps de le faire, n'est-ce pas? Alors, voici quelques stratégies que j'ai utilisées, que j'ai trouvées utiles, que j'ai vues utilisées par des collègues. Okay? Première chose, c'est réduisez le nombre de phrases ou le nombre de détails. Quelquefois, on essaie d'écrire un paragraphe pour encourager l'élève, pour rassurer l'élève qu'il ou elle a fait un bon travail. Mais peut-être on doit réduire le nombre de phrases, le nombre de détails qu'on écrit. Et concentrez-vous sur les buts d'apprentissage. Soyez précis. C'est pas facile, mais on peut essayer au moins de réduire le montant qu'on écrit. Encore, je souligne, le feedback ne doit pas être écrit. Et moi, toujours, j'ai ça en tête, que je dois écrire le feedback à chaque élève. Mais on peut absolument le faire oralement et dans le moment. Ça ne doit pas être très formel. On peut le faire à l'oral et pendant que les élèves travaillent. Alors, s'ils sont en train de travailler quelque chose en classe, on peut circuler et on peut faire des conférences informelles ou formelles en petits groupes ou individuellement avec les élèves pour donner du feedback à l'oral plus vite. Souvent aussi, nous essayons de trop corriger. Souvent, quand c'est le moment de préparer les bulletins, j'entends les collègues dire « Combien de notes avez-vous pour votre classe de 10e? Moi, j'ai seulement X notes et est-ce que c'est assez? » Je pense que comme prof, on essaie de trop corriger quelquefois. Bien sûr, on doit toucher les 4 compétences, mais on ne doit pas ramasser tout et corriger tout avec des commentaires et du feedback descriptif, comme s'il y a dit qualité, pas quantité. Oui, on doit réduire le montant de correction, même si je sais les profs vont dire, mais si c'est pas ramassé, les élèves n'essaient pas, ne donnent pas un bon effort. Alors vous pouvez le ramasser et vérifier que c'est complet, mais n'essayez pas de donner du feedback descriptif sur toutes les choses que les élèves font. Parce que là, c'est impossible et c'est a recipe for burnout, absolument. On ne peut pas le faire, c'est impossible. Et moi, je dis, vous choisissez certaines tâches pour donner du feedback plus détaillé et quand vous donnez le feedback plus détaillé, concentrez-vous sur un ou 2 aspects du travail. Alors, pour cette tâche, je vais me concentrer dans mon feedback sur, je ne sais pas, l'emploi du vocabulaire. Je ne sais pas. Okay. Ça, c'est un exemple que je trouve dans le moment. Alors, je vais me concentrer sur le vocabulaire pour cette tâche. Alors, vous pouvez concentrer votre feedback sur seulement le vocabulaire pour cette tâche. Pour une autre tâche, peut-être vous vous concentrez sur un autre aspect du travail, mais c'est pas toutes les tâches et c'est pas toutes les compétences chaque fois. Et moi, j'ai une chose que j'ai vu très bien marcher au passé, c'est on fixe les buts concrets pour nous-mêmes aussi. Et ça prend un peu d'organisation, absolument. Mais si je dis, OK, chaque classe, je vais donner du feedback formel ou informel à 4 élèves, disons. Okay? Et je dis, cette semaine, je vais me concentrer sur la production écrite. Alors, chaque classe, je cherche les occasions et j'ai ma liste d'élèves dans la classe où c'est sur mon appareil, Excel spreadsheet ou Google Form ou quelque chose. Et vous pouvez circuler et vous pouvez dire, OK, aujourd'hui, je vais donner du feedback sur la prononciation. Je ne sais pas. À 4 élèves. Puis, prochaine classe, 4 élèves différents. Puis, prochaine classe. Et comme ça, au moins, tout le monde reçoit du feedback quasi régulièrement. C'est pas chaque classe et c'est pas toujours pour la même compétence, mais ils savent que vous observez. Et vous concentrez sur la même chose pour chaque élève pour une tâche en particulier. Moi, je dirais que ça dépend. Mais normalement, personnellement, oui. Mais si je savais, par exemple, qu'un élève a travaillé fortement sur le développement des phrases complètes,
Ça, c'était un but qu'on a fixé après la dernière tâche. Alors, pour cette tâche, cet élève s'est concentré sur les phrases complètes, l'emploi des phrases complètes. Peut-être je vais incorporer ça aussi. Ça dépend de la situation, mais le but, c'est toujours de réduire le montant de feedback que je cherche à écrire, que j'essaie d'écrire en total. Alors, comme j'ai dit, on peut fixer des buts, on peut donner du feedback informel ou formel. Même si vous prenez des notes à la main si vous imprimez la liste d'élèves dans la classe et vous faites des petites notes à côté et une fois par semaine, vous envoyez un courriel ou je ne sais pas, ok? C'est à vous de décider comment ça se fait pour vous dans votre classe avec vos élèves. Mais un but de seulement 3 ou 4 élèves par classe, c'est plus raisonnable, plus abordable que « Oh là là, j'ai une classe de 35 élèves, c'est trop ». Si vous divisez en petits groupes. Et enregistrer les tâches orales. Je dois souligner ça. Et les parents n'auront pas de problème. J'ai jamais eu un problème avec un parent qui m'a dit pourquoi vous enregistrez mon enfant pendant qu'il ou elle présente en français, dans la classe de français. Jamais, parce que je leur dis, ces enregistrements ne seront jamais partagés avec le monde, seulement moi et l'enfant, bien sûr, et si les parents veulent, ils peuvent entendre les enregistrements, mais c'est pas comme je les joue pour la classe, jamais. Alors c'est privé. J'ai jamais eu un parent qui a eu un problème avec ça, surtout parce que c'est pas vidéo. Vidéo, ils auront peut-être des problèmes si on cherche à enregistrer toujours les enfants à vidéo, mais audio, jamais un problème. Et aussi, une façon de donner le feedback qui nous donne un peu d'énergie, je trouve, c'est d'appeler les parents avec les bonnes nouvelles. Et ça, c'est une façon puissante de donner du feedback positif, surtout si c'est un élève, les parents de qui ne reçoivent pas souvent peut-être des bonnes nouvelles d'école. Et moi, j'ai fait des appels comme ça et les parents ne voulaient pas répondre au téléphone parce que c'est tellement souvent qu'ils reçoivent des appels négatifs de l'école. Et puis, enfin, je leur ai dit, ben non, je vous appelle pour vous dire que votre enfant travaille bien en classe, etc. Puis, oh là là, comme ça gagne des points avec les élèves, big time. OK. Je sais c'est 9 heures et je voulais vous montrer un peu la technologie qu'on peut utiliser pour ramasser pour donner et ramasser nos idées, nos observations et aussi donner du feedback aux élèves. Alors, je vais sauter jusqu'au dernier diapo. Je suis désolée, je sais c'est la fin. Je n'ai jamais assez de temps. Comme j'ai dit, notre conseil est fort avec Google Forms. Alors, si ça vous intéresse, Google a beaucoup de tutoriels et beaucoup de l'aide en ligne pour vous aider à maîtriser l'application. Google Forms, vous pouvez créer quelque chose juste pour vous-même ou pendant que vous circulez. Vous avez votre téléphone, vous avez votre iPad, je ne sais pas, votre tablette, et vous pouvez juste observer un groupe et vous pouvez quelques clics et vous pouvez garder vos observations dans un Google Form et là vous pouvez y retourner plus tard pour les organiser, surtout pour les commentaires sur les bulletins ou juste pour se préparer pour des réunions avec des parents. Là vous pouvez ramasser des observations dans un Google Form si vous préférez ça que écrire à la main sur une liste par exemple. Turnitin, je ne sais pas si vous connaissez ce site, c'est un site qui vérifie le travail des élèves pour décourager le plagiat, les élèves qui cherchent à copier ce qu'ils écrivent. Et ça marche en français aussi. Et vous pouvez commenter sur le travail directement en Turnitin. À l'oral, vous pouvez enregistrer un commentaire à l'oral et le laisser, ou à l'écrit, vous pouvez écrire un petit pop-up commentaire aussi. Quelquefois, si vous pouvez enregistrer à l'oral, vos commentaires, c'est plus vite.
parce que vous pouvez cliquer. OK, je vois ici que votre argument n'est pas clair. Révisiter cette partie, clique. Et puis là, ça prend moins de temps que l'écrire. Google Docs, commentez directement sur le travail. Alors, si vous connaissez Google Docs, vous pouvez aller dans le Google Doc et ajouter des commentaires à l'écrit avec comments en haut. Et vous pouvez aussi, et Michel a mis le tutoriel, le lien dans la boîte de clavardage, il y a un add-on pour Google Docs qui s'appelle Voice Comments et vous pouvez l'ajouter à votre Google Drive. C'est gratuit et vous pouvez laisser des commentaires verbaux, oralement, les commentaires dans le Google Doc. Et encore, comme j'ai dit, souvent c'est plus rapide de dire oralement et aussi vous renforcez cette compréhension orale du français avec ça. S'ils écoutent le feedback, ils vont encore travailler cette compréhension orale et cette compréhension du bon français oral. Alors, encore juste une suggestion, peut-être un mélange des deux à l'écrit et verbal. Mais une chose que je voulais vraiment vous montrer ce soir, je sais c'est 9h05, alors je suis tellement désolée, mais ça vaut la peine, je vous promets, si vous restez avec nous pendant encore 5 minutes, avec patience, vous ne regretterez pas du tout. Okay? C'est quelque chose que j'ai découvert l'année passée seulement et c'est incroyable, cet add-on. C'est un add-on. En Google, on ne parle pas des applications. Google Suite, tous les Google Apps comme Google Docs, Google Forms, Google Slides, on peut chercher des add-ons comme celui que vous connaissez peut-être déjà en Google Docs, c'est pour les accents en français. Si vous travaillez sur un laptop, par exemple, comme moi je dois utiliser le add-on qui s'appelle Easy Accents pour ajouter des accents dans Google Docs, par exemple. C'est un exemple. Alors, il y a des liens dans la boîte de clavardage et sur cet add-on, il y a des liens, désolé, je regarde en 3 places en même temps, il y a des liens dans le boîte de clavardage où vous pouvez trouver les détails sur cet add-on et les tutoriels, comment l'utiliser. Oh, et le site French Teachers in the USA, ça c'est pas un site, c'est un groupe de Facebook. Et ça, c'est, si vous cherchez sur Facebook, vous allez le trouver. Alors, le add-on s'appelle Doc Appender, mais le nom, c'est, it's misleading parce que c'est pas un add-on pour Google Docs. C'est un add-on pour Google Forms. Alors, Google Forms, là, vous créez, c'est pour des sondages, pour ramasser les détails, pour poser des petites questions, etc. Alors, vous créez très vite. Ce qu'on peut faire avec Doc Appender est vraiment incroyable. Alors, si vous travaillez en Google Classroom, vous pouvez attacher ça à votre Google Classroom. Mais vous décidez, OK, je veux utiliser ça pour donner le feedback sur les présentations orales de mes élèves. Alors, vous allez dans votre Google Drive, vous créez un dossier, évaluation orale ou quelque chose. Et dans ce dossier, vous créez un nouveau Google Doc pour chaque élève dans votre classe. Et ça prend pas longtemps, même avec 30 élèves. Et le titre de chaque document, c'est le nom de l'élève. Okay? Ensuite, vous allez dans Google Forms et vous créez un Google Form qui est comme checklist, si vous voulez, choix multiples. Chaque question est choix multiple. So, vous avez les critères, prononciation, puis niveau 1, 2, 3, 4, etc. Et les descripteurs de chaque niveau au niveau des élèves, dans le langage des élèves. Et dans Google Forms, vous cherchez add-ons et vous ajoutez Doc Appender. Et ce que ça va faire, c'est incroyable. Okay? Si vous liez le Google Form avec Doc Appender, ce que ça va vous laisser faire, c'est vous aurez votre Google Form devant vous pendant que les élèves présentent. Vous avez votre tablette, votre téléphone, votre ordi,
peu importe. Vous êtes là, l'élève présente. Vous avez le Google Form devant vous. Vous aurez une question sur Google Form où vous choisissez l'élève parce que c'est lié avec les docs que vous avez créés, avec les noms des élèves. Et vous choisissez l'élève, vous écoutez la présentation. Pendant la présentation, vous cliquez tous les phrases que vous voulez laisser comme feedback. Okay? Et vous pouvez laisser une partie où vous tapez du feedback personnalisé très vite. À la fin, quand vous cliquez Submit en bas du Google Form, tout de suite, votre feedback est affiché dans le Google Doc nommé pour cet élève et l'élève peut le voir immédiatement. Alors, ce qu'on peut faire avec ça, vous ajoutez, vous évaluez la présentation, par exemple. Ça ne doit pas être une présentation, ça peut être n'importe quoi. Et dès que vous avez soumis l'évaluation, vous cliquez Submit, tout de suite, l'élève, dans son doc, dans son Google Doc, il y aura vos commentaires. Et il y a plusieurs façons de montrer les commentaires dans le Google Doc. Il faut jouer avec ça un peu. Et la prochaine évaluation, vous faites la même chose et ce feedback est affiché après le feedback précédent dans le même Google Doc et ça continue à ajouter chaque fois. Alors, dans un Google Doc, l'élève a tout le feedback que vous avez donné pour toute l'année. Dans un Google Doc, vous partagez le Google Doc avec l'élève. L'élève peut le voir tout de suite, immédiatement après. Alors, peut voir votre feedback, mais vous l'avez fait d'une façon un peu automatisée. Alors, c'est moins de travail parce que on utilise souvent le même feedback, n'est-ce pas? Souvent, il y a les mêmes commentaires qu'on doit écrire plusieurs fois sur les tâches des élèves. Alors, avec l'expérience, on apprend quelles sont les phrases, le feedback qu'on donne le plus souvent. Et on peut créer un Google Form avec ça et l'élève le reçoit immédiatement et aura tout un document avec tout le feedback, peut voir sa progression. Et vous pouvez aussi partager le Google Doc avec les parents s'ils veulent. Et là, ils peuvent aussi voir la progression des élèves pendant le cours avec Doc Appender. Alors moi, je trouve ça incroyable parce que je peux remplir mon Google Form et bang, c'est tout de suite affiché, attaché à un Google Doc que l'élève peut voir immédiatement. Alors moi, je trouve ça un outil très puissant, surtout pour les évaluations orales, parce que les élèves adorent voir tout de suite est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai bien réussi, et on n'a pas toujours le temps après d'avoir une grande conversation avec l'élève parce que on doit aller à la prochaine présentation. Alors moi, j'adore cet add-on, je vous encourage de l'explorer si possible, et je vois qu'il y a des gens qui l'ont essayé déjà. Alors encore, ça s'appelle Doc Appender. C'est pas, je sais mon explication n'est pas le meilleur peut-être, mais si vous cherchez des tutoriels, il y en a plein. C'est pas si difficile que vous pensez. Surtout si vous connaissez déjà Google Drive et Google Docs, vous allez voir c'est pas difficile et les élèves adorent ça parce que tout de suite, ils finissent l'évaluation orale, tout de suite, ils peuvent sortir le téléphone, ils peuvent voir le feedback tout de suite. Alors, ça marche très bien pour les élèves. Et en conclusion, on arrive à la fin. Merci d'être resté avec nous un peu tard. L'évaluation en tant qu'apprentissage est essentielle. Les élèves doivent comprendre les buts d'apprentissage. Il faut modéliser chaque étape. Les éléments clés de ce processus sont l'auto-évaluation, l'évaluation des pairs, vérification de compréhension et le feedback descriptif pendant la pratique. Et le feedback descriptif peut prendre plusieurs formes. Ça ne doit pas être toujours un paragraphe écrit sur une grande tâche formelle. Ça peut vraiment être informel. Et si on commence à penser au feedback descriptif
informel, vous allez voir qu'on en donne beaucoup plus qu'avant et c'est beaucoup plus facile et plus abordable avec ces classes énormes qu'on nous donne de donner du feedback efficace et le feedback important pour les élèves. Alors, je suis désolée d'avoir fini en retard. On veut vous remercier. L'atelier ce soir était sponsorisé par OMLTA à OPLV. C'est l'association ontarienne des professeurs des langues vivantes. Je suis une des anciennes présidentes de l'association. Nous avons notre congrès du printemps qui arrive le 23 et 24 mars et c'est sur notre site web si ça vous intéresse. Il y a aussi, bien sûr, Fédération des enseignantes et enseignants de l'Ontario qui nous donne la plateforme de faire ces ateliers. On les remercie beaucoup, beaucoup. J'ai aussi affiché mon courriel. S'il vous plaît, si jamais vous avez une suggestion, une idée, vous voulez discuter d'autres choses ou vous êtes allé plus loin avec une idée, vous voulez aller plus loin avec une idée, vous voulez discuter, je suis toujours prête à parler avec vous et toujours très heureuse de partager des idées. Alors, mon courriel est là. Je vérifie très souvent mon courriel. Alors, vous n'aurez aucun problème à me rejoindre si jamais vous voulez me parler. Et voilà, je pense que c'est le moment de retourner la parole. Merci pour votre patience. Je sais qu'on finit en retard. Merci pour votre patience et je vais retourner la parole à Michel. Merci Jen. Comme toujours, c'est un grand plaisir pour moi d'être modérateur pour tes sessions en français. Et cette session ne fait pas exception. Je dois dire que ta présentation était vraiment très interactive avec de nombreuses opportunités pour donner la parole aux participants et en utilisant presque tous les outils offerts par Blackboard. Donc, vraiment très impressionnant. Les sessions interactives sont toujours plus plaisantes que les sessions plus formelles et j'adore vraiment les tiennes. Et comme toujours, je tiens également à remercier tous les participants et participantes dans la session de ce soir. Tia, par exemple, qui a beaucoup participé et qui a beaucoup partagé ce soir, mais également Annette et Natacha, Ashley, Kachilumba, Aurélia, etc. Je peux pas vous remercier tous et toutes nommément, mais je vous remercie certainement pour tous de tout cœur pour votre participation ce soir. Vos suggestions et vos commentaires ont été vraiment excellents. Nous avons quelques informations que nous voudrions partager avec vous avant de terminer la session. Nous avons quelques sessions intéressantes dans les prochains jours. Les 29 et 30 janvier, nous avons 2 nouvelles séances que je recommande chaudement. Nous avons encore beaucoup de place pour ces 2 présentations. Alors, n'hésitez pas à vous inscrire ou à passer l'invitation à vos collègues. Je voulais aussi vous signaler que la session du 31 janvier par Edouard Schröter a été annulée pour des raisons personnelles, mais elle a été reporté au 18 avril. Et vous pourrez trouver toutes ces informations sur le site de OTF et de la FAO. Aussi une bonne surprise pour le 27 mars. Je crois que je vais demander à Jen d'en parler rapidement parce qu'on a une nouvelle session que Jen va présenter le 27 mars. Jen, tu peux nous en dire un peu plus peut-être? Absolument. Alors, il faut remercier OTF parce qu'ils ont accepté encore de nous donner l'occasion de présenter un atelier en français. Alors, le prochain sera le 27 mars et je suis très heureuse de présenter cet atelier aussi. Le sujet, alors je veux bien vous encourager de noter la date. Le sujet, c'est Incorporating Spontaneous Talk. Alors, c'est comment encourager nos élèves, surtout de français CAD, mais de tous les niveaux, de parler d'une façon spontanée dans nos classes. Alors, je vous encourage de noter cette date. C'est pas encore affiché sur le site de OTF, mais ça sera disponible bientôt. Et
ça sera très intéressant, sans doute, parce que c'est toujours un défi, n'est-ce pas, comment engager les élèves dans cette communication spontanée en classe. Ok, merci Jen. Et je dois dire que moi-même je ne le savais pas, donc tu m'as appris quelque chose ce soir. Je voudrais aussi, comme d'habitude, vous informer d'une offre qui est présentée par la FEO et le ministère de l'Éducation. Si vous êtes enseignant qualifié et vous avez complété un cours de qualification additionnelle en mathématiques, en technologie ou en maternelle, vous pouvez obtenir une subvention de $450. Et je vais maintenant afficher le lien dans la boîte de clavardage pour que vous puissiez faire une demande de subside. Et donc c'est disponible pour les cours dont je viens de parler. Oui, nous avons aussi besoin de votre de votre feedback. Et quand vous quitterez Blackboard ce soir, vous serez présenté avec un questionnaire et nous invitons à y répondre. Ça prend vraiment quelques minutes. Et ensuite, après avoir répondu à ce questionnaire, vous allez être redirigé vers une autre page où vous pourrez indiquer votre nom et vous recevrez un certificat de participation à cette session et vous pouvez donc ajouter ce certificat de participation à votre curriculum vitae. Je vais aussi mettre les liens pour ce feedback survey et pour ce certificat de participation si au cas où vous ne seriez pas redirigé automatiquement. Voilà, donc je vais terminer maintenant cette session en vous invitant à suivre OTF sur les médias sociaux et sur notre site web. Vous êtes bien entendu libre de rester en ligne si vous avez encore des questions, pas de problème. Sans quoi je vous souhaite encore une fois une très bonne soirée à tous et à toutes. Merci encore de votre participation à la séance de ce soir. Nous espérons vous revoir sur OTF Connect très bientôt. Merci. Thank you very much to all.